Tous les deux pour commencer, Sarah Ouais, et ouais, ok, moi. ça marche. Non, je peux pas vous muter. Je peux pas vous Ah oui, muter. c'est moi qui bah, je vais le faire. Je vais faire moi, je vais me muter. Et il faut lancer l'enregistrement, Sarah. Je sais pas si c'est lancé. Enfin, quand je commence à parler, si tu veux. Sarah, on peut pas t'entendre. T'as pas ton micro. Là, c'est bon? Oui. Ok, du coup, ça va pas marcher sur Facebook là, donc je vais peut-être admettre les gens quand même déjà, Oui, et puis, d'accord. Oui, oui, et bah pas puis de problème. Tu peux les admettre. Oui, on fait ça. ah mais si, ça a l'air de marcher apparemment. Bref. Et après, tu lances l'enregistrement si tu veux dans. Ouais. Il est encore là. Tourner à droite. Après, pourquoi on n'entend rien? Oui. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. On est déjà 48 personnes. On a mis vos micros en muet pour qu'on puisse bien s'entendre. Donc, je suis Élodie Vieille-Blanchard de l'Association végétarienne de France. On vous propose de dire un petit mot dans le chat pour nous dire d'où vous êtes, dans quelle région vous vous trouvez. Ça nous permet de voir un petit peu qui nous suit. Et puis, vous pouvez dire toute autre chose que vous avez envie de partager dans le chat pendant qu'on s'installe. Donc, il y a une centaine de personnes qui vont pouvoir participer ici sur Zoom. Et puis, la conférence est rediffusée en direct sur Facebook. Donc, vous serez les bienvenus aussi sur Facebook si vous souhaitez le faire. Donc, on a Simon de Lille, on a quelqu'un qui est en Belgique, quelqu'un à Asnières, au Havre, à Lyon, en Isère, dans les Alpes de Haute-Provence. Donc, tout ça, c'est des très bonnes nouvelles. Voilà, on est très content de vous accueillir. Je vais dire quelques petits mots sur l'Association végétarienne de France. Peut-être vous pouvez tout simplement nous dire dans le chat si vous connaissez l'Association végétarienne de France. Et puis peut-être ce qui vous a amené à participer ce soir, comment vous avez eu l'information. D'accord, donc il y a des personnes qui nous disent oui, très bien, ok. Alors l'AVF, c'est une association qui a à peu près 25 ans, qui travaille autant que possible pour diffuser, faire connaître, promouvoir un autre modèle alimentaire beaucoup plus basé sur le végétal à l'échelle du territoire français. On travaille avec le grand public, avec les acteurs politiques, avec les entreprises, avec les médecins, avec les médias, avec les institutions, avec les responsables de cantines. Notre objectif, c'est vraiment, pour des raisons à la fois écologiques, éthiques, de santé publique, d'impulser, d'accompagner un changement de modèle alimentaire qui soit le plus durable possible, le plus agréable possible, qui permettent d'avoir une meilleure santé publique. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices à tout ça. On a une équipe qui travaille pour éditer un magazine, pour accompagner les entreprises, pour labelliser les produits, pour faire des propositions aux acteurs politiques, pour être présent dans les cantines. Voilà, on fait beaucoup de choses. Si vous ne nous connaissez pas encore bien, on vous invite à aller voir notre site internet que ma collègue Sarah va partager dans le chat. On vous invite aussi à vous inscrire à notre lettre d'info qui va vous permettre d'avoir toutes nos actus. Voilà, par exemple, ce genre d'événement. Depuis quelques mois, on organise surtout des conférences en ligne, mais il se passe aussi beaucoup de choses sur le terrain quand on n'est pas dans une période comme celle-ci. On vous encourage très fortement à nous soutenir si vous pouvez le faire. C'est grâce à vous que notre association peut exister. C'est grâce à vous qu'on peut mener des campagnes d'ampleur, comme de changer la loi, par exemple, pour qu'il y ait une option végétarienne obligatoire dans les cantines scolaires. Ça permet de sauver des millions de vies animales chaque année. Ça permet d'économiser énormément de gaz à effet de serre. Ça permet d'agir pour la biodiversité. C'est vraiment des campagnes qui sont très utiles. Et pour pouvoir mener tout ça, eh ben, on a toute une équipe salariée, on a un bureau, on imprime des documents. Voilà, on a vraiment, vraiment besoin de votre soutien. Voilà, donc ça c'était pour la partie AVF. Ce soir, on est très très contente d'accueillir Benoît Noël qui va nous parler de l'agriculture végane.
L'agriculture végane, c'est un sujet vraiment très important quand on a envie de réfléchir à un monde qui sera différent, dans lequel on pourra se nourrir différemment, produire de la nourriture différemment. Et très souvent, quand on parle de ce monde, on nous dit, bah oui, les véganes, vous êtes très gentils, mais quand même, on a bien besoin du fumier pour faire pousser les légumes que vous mangez, donc vous êtes quand même pas très, très sérieux. Voilà. Et il y a une réponse à tout ça, c'est une très belle réponse, très intéressante et pas encore très connue, c'est l'agriculture végane. Donc Benoît, c'est vraiment un pionnier. On s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'un an aux Rencontres du Vivant à Paris. C'était très sympa de se rencontrer. Benoît nous a proposé une formation. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les aspects théoriques de l'agriculture végane, mais qui n'hésite pas à mettre les mains dans la terre. Vous pourrez voir qu'il a une très bonne mine. C'est quelqu'un qui va au soleil, qui reste pas toujours derrière son ordinateur. Voilà. Il a créé une coopérative qui s'appelle De la terre à l'assiette et il va vous en dire un petit peu plus, puisque c'est cette coopérative qui soutient un projet, un projet du futur qui s'appelle Vetopia, à peu près à 10 km de Liège, un projet pilote de ferme fondé sur l'agriculture végane qui va permettre de produire tout ce qui est nécessaire pour se nourrir de la manière la plus autonome, la plus rationnelle, la plus durable possible. Voilà, on est vraiment très très excités de vous présenter ce projet ce soir. Alors voilà comment ça va se passer. On va donner la parole à Benoît qui va nous faire une conférence d'à peu près d'une bonne demi-heure. Si vous avez des questions pendant ce temps, vous pouvez les noter dans le chat. Donc le chat, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être Zoom, ça se trouve dans la barre noire qui est en bas de votre écran. Donc dans ce chat, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On va les répertorier sur un document et ensuite on va les transmettre à Benoît. Et on va prévoir d'avoir à peu près 3/4 d'heure de questions-réponses. On va essayer de traiter le mieux possible toutes ces questions-réponses et puis de terminer vers 22 heures. Voilà, il y a une petite chose que je ne vous ai pas dite. Vous pouvez choisir soit d'afficher la galerie, c'est-à-dire de voir tous les participants, toutes les participantes sur votre écran, donc un petit clic en haut à droite de l'écran, soit d'afficher la personne qui intervient, c'est peut-être plus confortable, surtout quand Benoît fera sa conférence et quand il va nous partager des diapositives. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Je vais laisser la parole à Benoît qui pourra compléter sa présentation. Et je vous souhaite une très bonne conférence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit, comme je vous l'ai dit dans le chat. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Très bonne soirée. Bonjour, on m'entend là? Ouais, ok. Voilà, bon, donc je suis Benoît Noël. Merci à Elodie de m'avoir si bien présenté. Donc, je ne vais pas en rajouter. Euh, Ici, je vais d'abord vous faire une petite présentation d'IA. Alors, bon, j'ai 50 balais, donc je vais essayer de lancer les trucs Zoom comme il faut. J'espère que ça ira. Donc, voilà, je vais vous emmener dans une petite présentation concernant l'agriculture végane et notre projet. Et puis après, ben, on se retrouvera pour les questions-réponses en visu, un petit peu de manière plus agréable. Mais là, je vais essayer de partager ma présentation. Comme ça, ce sera plus sympa d'avoir aussi des photos. Voilà, je vais essayer de faire ça. Alors, c'est ça, partager. Normalement, est-ce que vous me voyez? Oui, on voit très bien ton écran, mais pour l'instant, on n'est pas encore en mode, diaporama, mais on voit très Là, bien c'est ton bon? écran. Oui. Ok, la vidéo passe, c'est bon, la présentation passe? La présentation passe, il n'y a pas de vidéo pour l'instant. Ouais, ok, Mais on n'est super. pas, comme je te dis, on n'est pas encore en mode diaporama. Ah, parce que là, moi, je suis en mode diapo sur mon écran. Tu vois une grande dia ou pas? Alors, on voit la grande dia au milieu et puis on voit toutes les dias sur le côté à gauche et puis le navigateur à droite. Mais peut-être que c'est peut-être un petit décalage. Ou peut-être les autres, vous pouvez nous dire, les participants, participantes, si vous voyez bien ce qu'il Euh, faut. Comme ça marche ou pas? Alors, chez moi, ça ne marche pas encore complètement, mais c'est peut-être juste mon ordinateur. Ok. Quelqu'un nous dit on voit coupé, non pas trop, donc il y a encore des petits soucis de diffusion pour l'instant.
Quelqu'un dit qu'on voit tout, donc peut-être qu'il y a un petit délai. Quelqu'un dit que c'est coupé, que c'est un peu coupé à droite. Ah ouais. Peut-être que tu peux enlever ton écran et le remettre. Enlever le partage d'écran et le remettre. Ouais, je vais essayer de faire ça. Je refais le partage. Euh, Ah bah oui, mais attends. Ma diapo a sauté. Attends. Désolé pour ce petit contretemps. On va essayer d'y arriver. Voilà. Alors, là, maintenant, je dois faire ça. Dis-moi si ça marche. Alors moi, je vois toujours la même chose que tout à l'heure, Benoît, c'est-à-dire que c'est pas complet, c'est coupé. Voilà qui est embêtant. Alors, attends, je vais essayer avec le PDF, on ne sait jamais. Mhm. Est-ce que le PDF irait mieux? Parfois, ça va mieux, hein. Alors sinon, tu sais que tu as plusieurs options de partage. Tu peux partager soit tout ton écran, soit une des fenêtres, en fait, de ton... C'est ça. Alors, je vais essayer de partager tout mon écran. Share, l'intégralité. Bon, attends, non, ça n'a pas l'air de vouloir aller. Et ça. Ça marche ou pas? C'est toujours coupé, c'est toujours coupé, Benoît, en fait. Ok, je vais essayer. Ben, ça marchait tout à l'heure, bizarrement. Alors sinon, tu proposais de le partager peut-être avec Sarah. Ça peut être quelqu'un d'autre qui partage. Et puis toi, tu Ouais. peux... Et puis à ce moment-là, il faudrait épingler la vidéo de Sarah, par exemple, l'écran de Sarah, pour qu'on voit juste les diapos. Et toi, on t'entendra. Et donc, si. Ok, maintenant je suis en partage intégral d'écran. Et là, tu vois quelque chose? C'est toujours coupé. Ah ouais. On voit la bande de gauche. Et je pense qu'il manque une partie de la diapo, en fait. Ouais. Si je suis en plein écran. Sinon, ce que tu peux peut-être faire, c'est réduire la taille de tes diapos. Parce que comme on voit ta diapo seulement sur une partie de... Et là, ça marche pas, quoi. Parce que moi, dans mon écran, c'est bon, hein, mais. Bah, tu vois, par exemple, le paquet où il y a du sang desséché, il est coupé en deux, en fait. Enfin, moi, en tout cas, sur mon écran, je vois pas la partie de droite. Mais comme c'est embêtant. Mais peut-être tu peux réduire... Oui, ça s'arrête à 100 des. Euh, je sais pas comment. Si vous voulez, je peux Voilà. essayer là, de partager mon écran en ouvrant le PDF. Mhm. Et si je diminue comme ça et que je fais. Oui, mais il faudrait que tu fasses passer à ce moment-là les diapos sur la gauche, si tu veux bien. Parce que oui, c'est ben, là, on revoit comme tout à l'heure. Comme tu l'as fait tout à l'heure, ça réduisait, donc on avait la possibilité de tout voir, mais là, elles sont trop à droite, tes diapos. Est-ce que tu pourrais les décaler sur la gauche? Ouais. Et Sarah, elle peut pas partager ma présentation? Eh C'est ben, ce elle que va je suis essayer, en train Sarah, qui est d'essayer, là. mais j'ai que le PDF. Moi, Ouais, mais le PDF, c'est bien. alors, Bon, alors, on vous propose de partager vos meilleures recettes de hummus pendant ce temps, si vous voulez. Ah, très bien, Sarah, super. Voilà, Sarah va nous sauver la mise. Sarah nous sauve, hein. C'est toujours Sarah qui nous sauve. Ouais. Tu vas même arriver à me. Bah, c'est merveilleux. par contre, je sais pas Ça, Tu peux bah, mettre en plein tu vas me écran, faire Sarah. Tu peux l'écran mettre en mode. en comment plein je fais. écran. Ouais. C'est pas très grave non plus en même temps, mais. Ouais, Euh, ouais, c'était pas si mal comme ça. je sais pas comment faire en plein écran, par contre.
Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est le panneau de droite qu'il faudrait enlever, mais je ne sais pas comment tu peux le réduire. Si, c'est le petit triangle, Sarah. Le petit triangle sur la barre grise, pardon. Ah oui. Tu y es presque. Bon, c'est pas mal comme ça. Je pense qu'on peut... quelqu'un qui nous dit contrôle L. Je pense qu'on peut peut-être y aller. Oui. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien. On va se dire que c'est déjà très bien comme ça. Allez, c'est parti. Allez, à toi, Benoît. Et donc voilà, la première chose que je voulais dire au niveau de l'agriculture végane, c'est que quand on mange des légumes, ben, on est peut-être végane, mais les légumes que l'on mange ne le sont pas forcément, surtout si c'est des légumes d'agriculture biologique, parce que l'agriculture biologique, à l'origine, eh bien, elle sacralise même le lien avec l'élevage. Et donc, le lien avec l'élevage va se retrouver notamment au niveau de la fertilisation. Et cette fertilisation, ben, ça peut être effectivement des fumiers, des lisiers, des fientes de poules, etc., qui sont issus d'élevage, qui vont servir à fertiliser le sol. Ou alors, ça peut parfois être des granulés d'engrais qui vont être utilisés et qui peuvent contenir du sang séché, comme on le voit ici, ou ben, des déchets d'abattoirs, des effluents d'élevage qui sont reconditionnés en petits granulés. Et donc, ben voilà, c'est quand même un petit peu embêtant parce que si on imagine un monde vegan, si on imagine une agriculture végane qui pourrait nourrir tous les véganes de la planète, eh bien, à ce moment-là, ben, on ne sait pas s'en sortir parce que finalement, on est quand même lié avec l'élevage. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un problème. Et donc, il faut essayer, à mon avis, de faire quelque chose par rapport à ça pour qu'il y ait un peu de cohérence et qu'on arrive à effectivement voir si c'est possible finalement de nourrir les véganes sans exploitation animale. Alors, on peut changer la diapo. Et donc, voilà, on connaît assez bien les problèmes, donc on va aller assez vite. Là, je pense que ben, par rapport au public de cette conférence, c'est pas la peine de s'étaler longuement sur les problèmes qui sont liés à l'élevage. Bon, on peut passer à la dia suivante. Euh, donc le premier problème auquel on est confronté, ben, c'est l'augmentation de la population mondiale. Donc on était quelques milliers, quelques centaines de milliers pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité. Donc à cette échelle-là, peut-être qu'on ne faisait pas encore trop de dégâts. On est passé au niveau du million d'hommes à l'aube du Moyen Âge. Et puis après, bon, bah, ça a augmenté, augmenté, augmenté. On a atteint pour l'instant 8 milliards d'habitants et nourrir toute cette population, ça pose d'énormes problèmes, surtout si on a recours à l'élevage, qui est un processus qui consomme énormément de surface et qui consomme énormément finalement d'énergie. Donc on peut voir la dia suivante. Et donc ça, c'est les chiffres assez classiques, hein. On voit bien que l'essentiel des surfaces qui sont cultivées par les humains le sont pour nourrir finalement les animaux d'élevage. Et finalement, les animaux, ben, le ratio moyen des animaux dans la conversion des protéines végétales, c'est 1 à 7. Ça veut dire qu'il faut 7 protéines végétales en moyenne pour produire une protéine animale consommable par l'homme. Alors bon, évidemment, ces animaux, ils valorisent aussi des surfaces qu'on aurait du mal peut-être à cultiver autrement. Donc ça, c'est un des arguments. Mais d'un autre côté, si on avait une agriculture plus intensive et donc végétalienne, eh bien, on pourrait diminuer la quantité de surface nécessaire pour nourrir les hommes. Et donc, on pourrait rendre à la vie sauvage une bonne partie des surfaces que nous cultivons actuellement. On peut passer à la dia suivante. Ouais. Est-ce que vous voyez juste mon écran ou pas, enfin juste la dia ou il y a autre chose? Parce que... On voit des choses. Oui, bah oui, parce que je n'arrive pas à l'enlever. Je vois un curseur Ah, ouais. qui bouge là.
Si vous voulez, d'accord, très bien. Alors, donc, autre chose aussi bon, que j'aime à rappeler, parce que peut-être c'est pas évident pour tout le monde, donc l'origine du véganisme, ben, c'est Donald Watson qui a finalement décidé d'aller un peu plus loin que ce qu'on faisait au niveau du végétarisme. Et donc, il a initié un mouvement qu'il définit comme ça. Le véganisme, c'est la doctrine selon laquelle les humains devraient vivre sans exploiter les animaux. Et donc, ce n'est pas non plus le refus de l'animal, ce n'est pas non plus le refus de la mort, c'est le refus de l'exploitation animale. Et alors, il y a une définition que je trouve assez pondérée, que la Vegan Society a définie un peu plus tard, et qui est assez complète. Et donc, cette définition dit bien de quoi il s'agit. Le véganisme est une philosophie et une façon de vivre qui cherche à exclure, autant qu'il est pratiquement possible, toutes les formes d'exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller, pour tout autre but, et par extension, le véganisme soutient et encourage le développement et la mise en œuvre d'alternatives sans utilisation d'animaux pour le plus grand bien des êtres humains, des animaux et de l'environnement. Et donc voilà une définition. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui peuvent se cristalliser autour de ce concept, mais il a été défini d'une manière assez rigoureuse et qui est intéressante. Et notamment, j'aime l'aspect autant qu'il est pratiquement possible. Donc voilà, on admet que ben, voilà, on va faire de son mieux pour atteindre cet objectif. Alors, d'une manière plus générale, moi, j'assimile le véganisme à l'extension du champ de l'empathie humaine à tout le règne animal. Et donc, c'est une idée magnifique, évidemment. On peut changer la vidéo, le slide. Alors, mais par rapport à quoi est-ce qu'on se compare? Donc, on se compare avec un monde qui considère que l'élevage, c'est le fondement d'une agriculture durable. Et dans cette perspective, ben, il faut savoir qu'effectivement, une ferme d'agriculture paysanne fonctionnant avec l'association avec l'élevage va amener nécessairement la mise à mort d'un nombre assez conséquent d'animaux. Et donc, élever, c'est tuer. Alors ça, c'est un ami qui est éleveur et qui aime l'élevage, qui me l'a d'ailleurs dit, et c'est très vrai. Pourquoi? Parce que ben, l'éleveur, il va avoir une vision sur le troupeau. Il va voir surtout le troupeau plus que l'individu et il va essayer d'améliorer son troupeau. Et ce troupeau, ben, il vit sur une certaine surface qui n'est pas extensible à l'infini. La surface de la ferme voilà, est fixe. Et donc, par exemple, pour produire du lait, ben, chaque année, il faut que les vaches aient un petit veau. Et ce veau, ben, on ne sait pas tous les garder. Et donc, il faut tuer un certain nombre de veaux pour éviter qu'il y ait beaucoup trop de vaches par rapport à ce qu'on peut nourrir. Donc ça, c'est vraiment un principe. Alors, ici, j'ai montré dans le schéma le circuit classique entre évidemment, les veaux mâles sont destinés à la boucherie, mais aussi une bonne partie des veaux femelles sont destinés à la boucherie. Je ne sais pas pourquoi il y a quelqu'un qui a mis du rouge sur mon schéma. Euh, et donc, le veau femelle, les veaux femelles qui ne sont pas considérés comme assez bons vont aussi aller à la boucherie parce qu'on ne sait pas garder tout le monde et parce qu'on ne sait pas nourrir tout le monde dans ce système. Alors, donc pour qu'une vache produise du lait, il faut qu'elle ait un veau et on ne sait pas garder tous les veaux. Et donc, il y en a un certain nombre qui va à la boucherie. Et ce nombre est sensiblement le même que l'on soit dans un système d'agriculture paysanne ou dans un système d'agriculture plus conventionnel, plus industriel. On recommence à écrire sur mon schéma, je ne sais pas pourquoi. C'est Sarah? C'est pas moi. Je ne sais pas qui écrit sur mon schéma. C'est ça. Alors, donc voilà. Alors ce système-là, c'est intéressant de voir la différence entre l'agriculture paysanne et l'agriculture plus industrielle. Dans l'agriculture industrielle, les vaches vont vivre moins longtemps. Et enfin, qu'est-ce que c'est que ça?
Est-ce que ce serait possible d'arrêter, s'il vous plaît? Oui, je ne sais pas qui fait ça et qui a le moyen de faire ça, mais en tout cas, c'est embêtant. Voilà, merci. Et donc, dans le circuit de l'agriculture paysanne, ben, on va garder les vaches beaucoup plus longtemps, on va les chérir, mais ça veut dire qu'il va y avoir un taux de réforme plus important. Et donc, ça veut dire qu'on va tuer plus de jeunes vaches qui ne sont pas assez productives pour garder les meilleures très longtemps, etc. On va les choyer, celles-là, mais par contre, ben, toutes celles qui ne sont pas productives, elles passent à la boucherie. Alors que dans l'agriculture industrielle, on va garder beaucoup plus de vaches, mais on va les garder moins longtemps. Donc, en agriculture paysanne, on peut garder une vache jusqu'à 18 ans. En agriculture industrielle, on va la garder peut-être 4 ans. Donc, on va prendre toutes les vaches, leur faire produire du lait et puis les envoyer à la. Avec ce système-là, on va avoir à peu près, bah, je dirais que si vous avez à peu près 1 kilo de fromage, bah, vous avez coproduit 250 grammes de viande. Donc ça, c'est le système de la polyculture élevage, qui est un système qui fonctionne depuis quelques milliers d'années, mais qu'on n'a pas connu de toute l'histoire de l'humanité. Donc avant, on faisait autrement. Voilà, c'est ce système-là qui produit notamment le fromage. Et donc, c'est intéressant de voir que les véganes ont dit, ben voilà, le fromage, c'est aussi quelque chose dont on va essayer de se passer parce que finalement, il faut être cohérent et pour produire du fromage, on doit tuer des vaches et donc on n'est pas d'accord avec ça. Alors on peut passer à la dia suivante. Et donc on peut se demander aussi quelle est la première production de l'élevage. Est-ce le lait, est-ce la viande ou est-ce le fumier? Alors à l'origine, la première production de l'élevage, c'était surtout le fumier. Et l'idée, c'était d'avoir des herbivores qui venaient récolter la fertilité de grandes zones de production et qui arrivaient à la concentrer sur des zones plus petites pour cultiver ce que nous, on avait envie de manger, c'est-à-dire plutôt des produits végétaux. Alors, accessoirement, il y a un sous-produit qui était le lait, et puis un troisième sous-produit plus difficile à manger qui était la viande, parce que une vache, c'est assez conséquent, et donc c'est pas évident de découler toute la viande qui découle d'une vache. Et donc voilà, on a quelque chose qui est très différent de ce qu'on imagine de nos jours, où on imagine que la production principale, c'est le lait, mais à l'origine, c'était plutôt le fumier qui était visé historiquement par la production bovine. Dia suivante. Et donc, dans ce système de la polyculture élevage, avec effectivement les herbivores qui récoltent la fertilité de grandes surfaces productives qui, chez nous, sont des prairies, hein, donc, on arrive à des ratios qui sont à peu près ceux de l'agriculture bio, de 85% de surface d'herbe pour à peu près une dizaine de pourcents de surface de grandes cultures et à peu près 5% de surface de légumes. Voilà ce qu'on arrive à produire avec ce système-là. Donc, en faisant quelques calculs, on se rend compte qu'il y a une certaine extensivité de ce modèle-là, qui est qu'en production de protéines équivalentes, finalement, comparé à une surface identique qui pourrait produire, imaginons-le, des protéines végétales pour nourrir les humains, eh bien, on arrive à produire 18% de la quantité d'aliments qu'on pourrait produire si tout ça était cultivé avec des productions végétales qui peuvent nourrir les humains. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours possible et notamment, souvent, les herbages sont des terres qui auraient du mal à produire autre chose, etc. Mais voilà, c'est simplement pour décrire quelque part l'extensivité de ce modèle de production qui est intensif par rapport à ce qu'il y avait avant, mais qui peut-être est extensif par rapport à ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui. Alors, dia suivante. Alors, donc, je parlais au début de la question de la progression de la population humaine et il y a en fait une sorte de synchronicité entre notre capacité à produire des céréales, donc notre rendement céréalier, et la quantité d'humains qu'on a.
Alors, on avait à peu près 1 milliard d'êtres humains en 1850 et on arrivait à produire 1 à 2 tonnes de céréales par hectare. Aujourd'hui, on arrive à produire 7 à 10 tonnes de céréales par hectare et on a 7 milliards d'êtres humains. Donc, on voit bien que on a produit finalement des humains avec des céréales. Et comment est-ce qu'on a produit ces céréales? Eh bien, on les a produits essentiellement grâce aux engrais chimiques grâce à ces nouvelles technologies finalement qui nous ont permis d'intensifier la production de nos sols. Mais ce qui permet d'augmenter les rendements, c'est surtout les engrais chimiques. Et même aujourd'hui, dans ma région, qui est la Wallonie, qui est une des régions un petit peu comme la Bretagne, qui est très densément peuplée en élevage, eh bien, dans ma région, on n'arrive qu'à assumer 50% de la fertilisation des cultures avec les fumiers, les lisiers, etc. Et tout le reste, c'est de l'engrais chimique qui permet de faire pousser tout ça. Alors ici, sur la diapo, vous voyez une photo d'un essai qu'on a fait dans une ferme expérimentale où je travaillais. À gauche, ça a été fertilisé, à droite, ça ne l'est pas. Et à droite, on ne récolte pas grand-chose par rapport à gauche. Et voilà, les engrais sont importants parce qu'ils permettent de produire les aliments que nous mangeons et donc de produire les humains. Diminuer les engrais, ça veut dire diminuer les humains. Donc voilà, ce n'est pas qu'une question philosophique ou écologique de savoir si on veut ou pas utiliser les engrais. La question va se poser très vite. Si on arrêtait d'utiliser aujourd'hui les engrais, eh bien, il faudrait savoir qui est-ce qui va mourir parmi les êtres humains qui sont aujourd'hui sur la planète. Voilà. On peut passer à la dia suivante. Alors, donc, j'ai parlé un peu de la question de la fertilisation parce que cette question est un point névralgique, très important. Maintenant, je pense qu'il y a un deuxième aspect également qui peut poser question dans l'agriculture, c'est la force de traction. Alors, la force de traction, on a utilisé aussi des animaux et donc ça, c'est quelque chose que le véganisme n'accepte pas. On a utilisé des animaux de trait pour cultiver les champs. Et beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui sont dans un certain engagement écologique considèrent que l'avenir du tracteur sera le cheval. Et donc voilà, on a un mode de production qui semble pour certains être nécessairement lié à l'exploitation des animaux. Alors, si on regarde objectivement, qu'est-ce que c'est que cette force de traction animale? Eh bien, c'est la force d'une foreuse. Donc, un cheval de labour comme ça a une puissance de 700 watts. Enfin, un cheval, le cheval vapeur, c'est 700 watts. Bon, peut-être que ce cheval-là, il est un cheval de 1000 watts à la rigueur, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à la quantité d'énergie qu'on peut produire, notamment grâce à des énergies renouvelables. Et donc, on peut assez facilement substituer la force de traction animale par l'énergie du vent, l'énergie solaire, ou le plus simple, c'est cultiver du colza qui permet de produire un biodiesel qu'on peut utiliser éventuellement dans les tracteurs. Donc, ce n'est pas forcément bloquant. On n'est pas obligé aujourd'hui d'utiliser la force de traction animale. Alors, la force de traction animale, c'est quelque chose qui était assez, comment dire, enfin, qui est il y a une vision romantique du cheval. À l'origine, comme la plupart des technologies modernes de l'agriculture, c'est une technologie militaire. Quand on a développé les chevaux de trait, c'était pour porter des chevaliers en armure. Aucun paysan ne pouvait se payer un tel animal. Et quelque part, c'est grâce aussi au développement des énergies fossiles qu'on en est venu à avoir autant de chevaux et à pouvoir entretenir autant de chevaux que ce que l'on a encore aujourd'hui. On peut passer à la dia suivante. Et donc, voilà, une fois ces fondamentaux établis, on peut se demander, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, on voit qu'effectivement, on a ces deux éléments bloquants qui ne le sont pas forcément, que sont la question de la fertilisation et la question de la force de traction. Est-ce qu'on pourrait effectivement
produire vegan. Alors, il y a déjà des gens qui se sont posé cette question et ils ont établi un label qui s'appelle le label de l'agriculture biocyclique végétalienne, qui est pratiqué par un certain nombre de fermes et qui montre que c'est possible. On peut passer à la dia suivante. Alors, les principes de l'agriculture biocyclique, c'est bien sûr voilà, les cycles de la vie, etc. Donc, il y a une idée aussi qui actuellement est assez en vue. C'est celle comme quoi un sol sain peut donner une plante saine, qui peut donner un humain sain. Et donc, on appelle ça One Health. C'est une vision holistique de l'agriculture. Et on a, dans cette vision des choses, fait un pas supplémentaire en se disant que finalement, la suppression de l'élevage était nécessaire pour atteindre le but de l'agriculture biologique, le but écologique de cette agriculture. Et donc, ça se base pas mal sur, effectivement, les travaux d'Adolf Hobbes en Allemagne. On peut passer à la dia suivante. Et donc, cette agriculture biocyclique a formalisé une série de normes qui sont des normes d'un niveau très élevé. Donc, évidemment, pas d'animaux sur site et pas d'utilisation de leur fumier. On maximise la biodiversité, c'est bio, c'est équitable, c'est social, on prend soin des travailleurs, il y a l'utilisation d'énergie renouvelable, la protection de l'eau, l'absence d'OGM, etc. Donc, c'est finalement une agriculture qui a essayé de se définir au maximum de toutes les normes actuelles positives de l'agriculture. Dia suivante. Mais la question se pose, est-ce qu'on peut toutes et tous manger tout de suite bio, vegan et pour pas cher? Et la réponse est non. Donc, dans Veganic World, on recense 44 fermes à travers le monde qui cultivent de cette manière-là. Bon, il y a un réseau en Grèce où il y a à peu près 80 producteurs. Donc, ce n'est pas grand-chose par rapport à d'autres agricultures, notamment les 200 millions de paysans de l'organisation Via Campesina, ou encore les 1500 fermes bio de Wallonie, ou les 37 000 fermes bio de France. Donc, par rapport, ne fût-ce que par rapport à l'agriculture bio, l'agriculture végane, c'est vraiment pas grand-chose. Et ce n'est pas avec ça qu'on va nourrir tous les véganes qui le souhaiteraient. Dia suivante. Alors pourquoi? Donc, il y a plusieurs critiques. Moi, j'ai deux critiques principales par rapport à ce label d'agriculture bio. Donc, pour moi, d'abord, la première critique, c'est qu'il faut être capable de choisir ce qui est important. Alors, on a l'agriculture bio, c'est le refus du chimique. On a le non-labour, c'est le refus du travail du sol. On a le commerce équitable, c'est le refus de l'exploitation humaine. Et puis, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas l'agriculture végane, le refus de l'exploitation animale? Et that's it. Alors, vouloir tout faire, ça diminue fortement la portée de ce que l'on fait et notamment les volumes que l'on est capable de produire. Et donc, cette démarche de pureté, elle peut amener une certaine insignifiance. Et ça, c'est dommage parce qu'au niveau vegan, on a quand même une revendication politique. Donc, on aimerait bien faire changer les choses au niveau du monde et de la manière dont les choses se passent. Et ce n'est pas avec 40 ou 80 fermes qu'on va y arriver. Dia suivante. Alors, la deuxième critique, c'est que les principes fondamentaux de l'agriculture biocyclique reposent sur une approche de l'humus qui actuellement est révolue. Et donc, on a évolué par rapport à ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, l'idée de l'agriculture biocyclique, c'est finalement de produire hors sol une matière fertilisante, un compost végétal, et puis après de le mettre au-dessus du sol et de cultiver là-dedans. Et finalement, ça consiste à utiliser énormément de ressources, énormément de surface pour produire des branches, etc., et pour produire cette matière fertilisante. Alors, ça va fonctionner, ça va fonctionner sur des petites surfaces, et ces principes-là ont fonctionné au niveau du jardinage depuis longtemps.
Mais par contre, si on essaye d'intensifier ça et d'étendre ça à une échelle commerciale, ben, on se heurte au fait qu'on n'arrive pas à trouver autant de matières fertilisantes parce que les idées, les concepts de cette agriculture sont aujourd'hui dépassés. Et donc, on a mieux par rapport à ça. Et voilà, ici, on a quelque part bridé cette idée d'agriculture végane au niveau de la fertilisation. Dia suivante. Alors maintenant, bon, on a d'autres concepts, donc notamment donc tous ces concepts qui sont venus avec le développement de ce qu'on appelle l'agriculture du vivant, qui est finalement une version grande échelle de la permaculture, pratiquée par des agriculteurs qui travaillent parfois sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'hectares, et qui, bon, on a un peu formalisé une série de principes qui nous permettent de savoir que pour arriver à être productif, pour arriver à régénérer nos sols, eh bien, on a beaucoup plus intérêt finalement à utiliser les matières organiques fraîches que de les composter. Et effectivement, on va gagner à deux niveaux principalement. Le premier niveau, c'est qu'on va produire 2 fois plus d'humus en utilisant les matières fraîches et en les mélangeant au sol plutôt qu'en les compostant avant de les mettre sur le sol. On va produire 2 fois plus d'humus et aussi on va arriver à produire 4000 litres d'équivalent pétrole à ver de terre. Ça veut dire que quand vous mettez les matières organiques en tas, elles chauffent et cette chaleur ne sert à rien à part à réchauffer l'atmosphère. On émet du CO2 et puis c'est tout. Alors que si on met cette matière directement en mélange dans le sol, notamment tout ce qu'on a développé avec le BRF, on arrive à vraiment amener cette énergie là où elle doit être, c'est-à-dire au ver de terre. Et les vers de terre peuvent alors, les champignons, les vers de terre, les bactéries, les petits insectes du sol, peuvent régénérer le sol et l'amener à devenir très productif. Dia suivante. Et donc, l'agriculture du vivant, hein, donc ici, il y a la photo de deux de ses principaux fondateurs, Konrad Schreber et François Mullet, ont formalisé une série de principes tout à fait intéressants, notamment celui que personne ne se posait cette question auparavant, mais ils se sont demandé, mais finalement, combien un seul vivant, combien ça mange. Personne s'était demandé combien. On s'est demandé qu'est-ce que ça mange, mais jamais combien. Eh bien, un seul vivant, ça mange 20 à 30 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ça veut dire 2 à 3 kilos de matière sèche par mètre carré. Et ça, c'est énorme. Et donc, après, on se demande comment est-ce qu'on va produire ça. Ça amène d'autres raisonnements, notamment un raisonnement qui est que le seul moyen de produire ça, c'est notamment de mettre des arbres dans les parcelles agricoles. Ça s'appelle l'agroforesterie. Et donc, voilà, on a une série de raisonnements qui s'enchaînent et qui permettent de produire une agriculture vraiment de qualité. Alors, deuxième postulat, pas de travail du sol, parce que finalement, travailler le sol, c'est casser la maison des vers de terre, et ce n'est pas du tout une bonne idée. Donc, on va aller, peut-être pas tout de suite, mais on va essayer de progresser vers un zéro travail du sol. Et il faut donc aussi que le sol soit toujours couvert, protégé du soleil. Et le dernier élément de l'agriculture du vivant, c'est qu'on ne va pas forcément stigmatiser le chimique, en tout cas au niveau de la fertilisation. Et on va se poser la question de savoir qu'est-ce que les plantes ont besoin en termes de fertilisation. Et on va découvrir que finalement, ce qui est important, c'est d'avoir de l'azote sous la forme de l'urée, qui est la forme naturelle de l'azote. Voilà, dia suivante. Alors, bon, ces principes-là nous amènent à déjà avoir un fondement intéressant sur la question de la fertilisation. Comment est-ce qu'on pourrait fertiliser de manière végane et efficace? Deuxième aspect, la place de l'animal dans un système de production végane. Alors ça, c'est une question importante parce que bon, les tenants de l'élevage nous disent que l'animal est nécessaire dans le cycle du vivant et ils n'ont pas tort. Mais nous ne sommes pas obligés de fonctionner de la même manière pour autant. Alors, dans un système de production végane, on va plutôt favoriser des animaux qui vont nous être utiles, qui vont finalement être des pollinisateurs et aussi des prédateurs. Pourquoi des prédateurs? Eh bien, pour limiter les ravageurs des cultures. Et donc, nous allons finalement devenir l'allié
de certains animaux qui sont, par exemple, le renard, le hérisson, les oiseaux de proie, les batraciens, etc., qui vont nous permettre de réguler les parasites de nos cultures. Et donc, finalement, c'est un renversement d'alliance. L'alliance de l'agriculture traditionnelle est une alliance avec des proies. Donc, ils ont fait alliance avec des proies et nous, ici, on va plutôt faire alliance avec des prédateurs. Donc, l'agriculteur vegan va plutôt avoir intérêt à avoir la présence du renard parce qu'il n'a pas de poule à défendre. Et donc, il n'a pas besoin de voir le renard comme un ennemi. Et donc, il va voir tous les avantages de vivre avec des renards dans son environnement. Et du coup, ben, nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer de favoriser la présence d'animaux libres que nous n'allons pas consommer, d'animaux sauvages, et donc retrouver finalement ce lien avec l'animal sauvage. Voilà, dia suivante. Et donc, tous ces fondements-là nous permettent de formuler aujourd'hui une nouvelle définition d'une agriculture végane qui sera un peu différente de l'agriculture biocyclique végétalienne et qui se veut plus productive et plus actuelle. Bien sûr, bon, je viens de l'expliquer, le premier principe sera de favoriser la présence de prédateurs naturels et de pollinisateurs, d'alliés par rapport à nos cultures. Le deuxième principe sera de fonder cette agriculture sur le sol vivant, hein, donc de réduire le travail du sol, d'apporter des quantités importantes de matière organique végétale fraîche, d'associer un maximum d'arbres et finalement d'oser travailler avec et dans le sol directement, c'est-à-dire de limiter, je ne veux pas dire s'empêcher de composter. Composter, ça peut toujours être intéressant pour gérer certains déchets, mais de fonder notre fertilisation sur une utilisation des matières organiques fraîches mises directement dans le sol. Et finalement, ce principe de fertilisation, ça revient à nourrir des vers de terre in situ, donc dans leur milieu naturel, dans le sol, avec de l'herbe fauchée. Un produit qu'on peut facilement produire dans l'agriculture actuelle. Donc, on n'a plus forcément besoin d'avoir des vaches pour faucher l'herbe. On a des machines qui permettent de le faire. Et donc, on pourrait tout à fait se passer de l'étape élevage et directement donner cet aliment que constitue l'herbe fauchée aux vers de terre comme moyen de fertilisation et de régénération du sol. Alors, il y a un dernier aspect auquel je tiens beaucoup, moi, c'est l'agriculture bio-intensive, parce qu'il est nécessaire aussi de nourrir le producteur. Et également, l'intensification de l'agriculture est nécessaire pour limiter l'impact sur les écosystèmes distants. Donc, plus l'agriculture est intensive, moins il nous faut de surface pour nous nourrir. Ça veut dire plus de surface pour la vie sauvage. Donc actuellement, l'emprise de l'homme est beaucoup trop grande sur cette planète et il faut laisser des zones libres. Et pour arriver à laisser des zones libres, il faut qu'on arrive à se nourrir sur des plus petites surfaces. Donc l'agriculture bio-intensive a aussi une portée politique à ce niveau-là. Dia suivante. Et donc, on peut se demander quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui, et pas hier, on serait en mesure de développer une agriculture que moi j'ai appelée VVTOP, végétalienne sur sol vivant, et aussi un concept d'optimisation. Le TOP, c'est aussi un concept d'optimisation de chaque élément, de chaque organisme cultivé. Donc, on va essayer d'avoir vraiment quelque chose d'unifié, un équilibre, une harmonie et avoir chaque organisme au meilleur de sa forme. Alors, pourquoi est-ce qu'on est aujourd'hui capable de développer cette agriculture? Par rapport à des technologies qui sont des technologies relativement récentes, d'abord. Donc, le broyeur à branches et la récolte mécanisée du foin sont deux éléments qui se sont développés assez récemment. Je dirais depuis une cinquantaine d'années, on a développé des broyeurs à branches et on a fortement amélioré la mécanisation de la récolte du foin. Et donc, avec ces deux outils, on arrive d'une part à rendre accessible pour l'agriculture les branches, ce qui n'était pas le cas avant,
pendant les 12 précédents millénaires de l'agriculture, pratiquement la seule manière qu'on avait de valoriser les branches, c'était de les brûler. Alors qu'aujourd'hui, on est capable de les broyer et de les donner comme un aliment à la vie du sol, ce qui est très intéressant. Alors, on est aussi capable de récolter très facilement du foin, de produire énormément de foin, ce qui permettrait également de récolter cette fertilité et de l'utiliser pour fertiliser les sols de manière très pratique actuellement. Et puis, il y a un autre élément important, c'est le génie végétal. Donc, le génie végétal qui nous vient principalement des précolombiens, donc les Aztèques, les Incas, les Mayas, etc., ont développé énormément de plantes qui nous permettent aujourd'hui de nous nourrir végétal. Alors, on a adapté ces plantes progressivement à des climats froids où avant, il n'y avait pas grand-chose. Ici, on avait le chou atlantique et la carotte, ou à peu près. Et maintenant, ben, n'importe quel petit maraîcher de bord de ville peut produire peut-être une centaine de variétés différentes de plantes pour nourrir les gens. Donc cette technologie végétale d'amélioration de sélection, bonjour, parle sur le canal, mais il y a quelqu'un qui... Alors, pendant que Sarah va remettre quelques micros en muet, juste un petit mot pour te dire, Benoît, qu'il est 21h20. Si tu penses pouvoir finir à peu près dans 10 minutes, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de questions très intéressantes. Ok, donc voilà, je vais un peu accélérer la manœuvre. Donc voilà, on a cette technologie végétale qui nous aide. On a aussi un socle de connaissances unique. C'est-à-dire que dans les années 50, on avait plein de pognon et on a permis aux chercheurs de chercher et ils ont trouvé plein de choses. Et donc maintenant, on a une connaissance unique du sol, de la vie du sol, des micro-organismes, etc., dont on n'avait pas la jouissance précédemment. Et ça nous permet vraiment de modéliser, de comprendre les systèmes sols. Dia suivante. Et donc, ça nous permet d'imaginer, par exemple, un système productif comme celui-ci, qui sera à terme autofertile, avec 15% d'arbres associés aux cultures, agroforesterie, avec quelques serres, 45% de champs, une certaine rotation, etc. Donc, on peut calculer des choses comme ça. Donc, je vais passer à la dia suivante. Voilà, donc ça, c'est un petit schéma de principe avec un système de rotation qui inclut l'utilisation de matière organique sous forme de BRF, l'apport d'herbe une certaine année. Donc, comme on est en agriculture, on fait des choses un peu compliquées, donc on ne fait pas toujours la même chose chaque année. Donc, on va amener en année 1 du BRF, en année 2, on va mettre des légumineuses, en année 3, on va amener l'herbe et on va cultiver tout ce qui se sème. En année 4, on va faire les céréales et on va finir par un engrais vert biomax avant de repasser de nouveau en année 1. Et donc voilà, avec un système comme ça, on peut arriver à être très productif, à avoir quelque chose d'assez facile à gérer et qui à terme sera auto-fertile. Dia suivante. Et c'est sur ces principes que nous avons décidé de développer un design concret et où nous avons une série de partenaires qui nous aident. Je citerai notamment Végétique, qui est l'association équivalente à l'AVF en Belgique et qui est un des porteurs du projet, un des porteurs principaux. Donc c'est avec Fabrice, le président et porteur de ce projet-là, qu'on a vraiment échafaudé les concepts. Il y a Jardinier du Monde qui est mon association, où donc on travaille plutôt sur le conseil agronomique. Bon, j'ai mis quelques autres, dont vous, l'AVF, qui vous nous soutenez assez bien. On a la coopérative de la Terre à l'Assiette pour faire les investissements, Intradel qui est notre gestionnaire de déchets de collectivité qui nous amène les composts végétaux, les broyats, etc. Et puis, on a la société Matexi qui nous a fourni le terrain, qui est un promoteur immobilier. Et donc, on développe sur leur terrain ce projet. Ils avaient envie de faire un paysage productif et éducatif. Et voilà, on était les bons porteurs de projets pour eux. Et donc, ils nous ont fait un bail à ferme. Et donc, nous avons le terrain pour 50 ans. Dia suivante. Donc ça, c'est la localisation du terrain. Donc on va avoir une série de constructions qui vont être faites là. Et puis nous, on est derrière dans un écrin de verdure avec un espèce de lac qui est une réserve
naturel formidable. Et donc, nous, on a vraiment un endroit idyllique dans le tissu urbain où on a une surface non négligeable de 2,5 hectares pour 50 ans. Et nous avons mis dans le bail à ferme des clauses qui excluent de manière claire l'élevage et qui fondent une agriculture vivrière de production végétale, végétalienne. Et donc, pas d'effluent d'élevage ni d'élevage sur cette parcelle pendant 50 ans. C'est garanti par le bail à ferme. Dia suivant. Alors ça, c'est notre design. Donc, on va mettre pas mal d'arbres, faire des blocs de production de légumes, de céréales, de légumineuses, comme on a vu, développer quelques serres. Donc, c'est un design qui nous amène à planter à peu près 3500 arbres sur 2,5 hectares et de cultiver à peu près donc 1500 mètres carrés, 1600 mètres carrés de culture sous abri et 12 000 mètres carrés de culture annuelle. Donc avec ces surfaces-là, on espère produire à terme à peu près 10 tonnes de production par mois. Dia suivante. Et donc, on a phasé le projet en plusieurs étapes. Il faudra 3 ans pour démarrer tout ça, enfin, pour aboutir tout ça, en tout cas. Démarrer, c'est déjà fait. Donc, on va passer à la dia suivante. Alors, très rapidement, sur le développement du projet, là, on l'a implanté avec un géomètre du bureau KGO le 30 avril. Fin mai, on a signé le bail. Alors, j'ai envie de vous passer la vidéo, mais peut-être tu arriveras. Tu peux nous passer la vidéo là je ne sais pas si. Ouais, on pourra peut-être que tu copies-colles le lien. Il est c'est sur Google, mais je ne sais pas si tu peux nous passer cette vidéo qui montre ouais. le projet à son début. Donc ça, c'était il y a moins d'un mois. Hein. Est-ce que vous la voyez là? Ouais. On est sur la commune de Houpey, sur le futur site de Vetopia qui couvrira 2, je recommence, voilà. Ça devrait être bon. On est sur la commune de Houpey, sur le futur site de Vetopia qui couvrira 2,5 hectares, ici, situé entre le Ravel du canal Albert et l'étang Auvivier. Vetopia, c'est un projet d'agriculture participative, végétalienne sur sol vivant. L'ambition du projet, c'est d'arriver à nourrir 350 familles, à peu près en proximité, mais aussi de démontrer qu'une agriculture sans exploitation animale est possible. Pour cultiver un site comme celui-là, on a besoin de matériel. On a besoin d'un conteneur de stockage, on a besoin d'un petit tracteur, on a besoin de matériel d'irrigation, etc. Pour nous aider, si vous voulez soutenir ce projet, prenez des parts à la coopérative de la Terre à l'Assiette, qui est le partenaire de Vetopia sur ce projet. Alors, Je la retrouve maintenant. voilà. Il faudrait retrouver la dernière dia. J'ai envie de vous montrer les évolutions sur un mois de notre travail. Voilà. Donc, on était vers la fin, là. Oui, mais j'arrive pas à reprendre ma partie. Nouveau partage. Ah, alors, Voilà, très bien. Dia suivante. ok. Donc, ça, c'est la situation voilà, fin mai.
Alors, 2 juin, bah, c'est envahi de mauvaises herbes, comme on l'a vu sur la vidéo. 3 juin, bah, on a dégagé avec une petite machine pour les chemins. Donc, ça fait un peu crop circle qu'on voit sur la vidéo, là. C'est les chemins d'accès simplement pour pouvoir aller circuler sur le terrain parce qu'on n'y voyait plus rien. Dia suivante. Alors, le 9 juin, ben, on a les livraisons de à peu près 150 tonnes de matière organique végétale. Le 10 juin, on a eu ben, notre conteneur de stockage et puis les premières semences qui sont arrivées. Dia suivante. Le 16 juin, ben, on a fait travailler une entreprise agricole qui nous a tout semé, épandu les matières, préparé le sol. Dia suivante. Alors, le 18 juin, on a reçu nos premiers plants. Le 19 juin, on les a plantés. Donc, premier chantier participatif avec 4 sympas véganes qui sont venus nous donner un coup de main d'ailleurs. Donc, c'était bien sympathique. On a bien avancé. Dia suivante. Alors, ça, c'est le 26 juin, la première graine semée qui germe. C'est un potiron. Et puis je pense que c'est la dernière dia que j'ai à vous fournir. Et aujourd'hui, ben, on a encore planté 3000 choux sur la journée, quoi. Et donc, on a pratiquement fini notre 3e bloc de culture de 1000 mètres carrés. Et voilà, je crois qu'on peut passer à la partie questions-réponses. Est-ce que j'ai tenu, Elodie, est-ce que j'ai tenu le timing? Oui, tu as été vraiment très efficace, Benoît, puisqu'il est 21h32, donc vraiment bravo. On se Magnifique. rend compte que c'est un sujet très technique, c'est un sujet compliqué sur lequel on n'a pas forcément, nous, les spectateurs, beaucoup de bases. Donc ça peut rendre les choses un petit peu, voilà, c'est rapide, mais c'est une première présentation. À l'AVF, on espère vraiment vous fournir beaucoup de documents, de supports d'information, que ce soit des vidéos, des articles. Donc on va retravailler là-dessus. Peut-être pour rappel, donc 2,5 hectares pour nourrir 350 familles. Tu nous rediras peut-être, Benoît, toutes les productions qui sont prévues en fait sur la ferme de Vétopia. Mais si j'ai bien compris, c'est l'ensemble des choses qui nous nourrissent quand on a une alimentation végétale. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, donc c'est l'objectif. C'est vraiment, bon, le but n'est pas de faire de l'argent ou de cultiver des légumes ou de faire des petits jardins. Le but, c'est de nourrir des véganes. Donc ce n'est pas, on veut produire de l'alimentation, on veut pas produire de l'argent ni des légumes. Et du coup, on va vraiment faire des céréales, des légumineuses. On va travailler aussi avec une diététicienne de végétique pour essayer d'affiner tout ça. Alors, quand je dis 350 familles, c'est en fonction de ce qu'on vend en panier en général en produits végétaux. Euh, Maintenant, si on voulait voir combien est-ce que ce site pourra nourrir de véganes adultes, ça fait une cinquantaine de véganes adultes. Et donc, ça veut dire que le ratio est quand même assez bon. En surface brute, on a à peu près 500 mètres carrés par végane. Et donc, sur 500 mètres carrés, avec un site comme ça, on pourrait nourrir un vegan, sachant que c'est de la surface brute et qu'il y a aussi beaucoup d'espace pour la biodiversité dans cet espace de 500 mètres carrés. Donc, ce n'est pas que du champ. Oui, est-ce qu'on peut peut-être rappeler, c'est que essentiellement, en dehors des petits apports peut-être d'engrais qui sont prévus, les fertilisants sont vraiment cultivés sur place. C'est le principe de l'agroforesterie. Oui, donc alors les fertilisants, ça va être des matières végétales. Dans un premier temps, on a accès au double du terrain, donc dans l'attente du projet immobilier. Donc, on a fait semer de l'herbe, et donc on va récolter cette herbe, et cette herbe suffira à fertiliser nos parcelles en grande partie. Donc, on sera autonome. Bon, à terme, il y aura une époque où on devra peut-être importer un peu d'herbe fauchée qui sera notre principal intrant avec des branchards broyés. Tout ça en attendant que les arbres grandissent, ce qui demande une quinzaine d'années, et nous amène progressivement à l'autofertilité.
Alors, il y a vraiment beaucoup de questions qui sont posées. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les traiter. Il faudra peut-être qu'on fasse d'autres conférences. Mais je pense qu'on a répondu déjà à une première question de Valentine qui nous demandait si le véganisme était compatible. En fait, si on pouvait être dans une forme d'autonomie alimentaire avec de l'agriculture végane. Mais si j'ai bien compris, il y aura des légumineuses, des céréales, des légumes, des fruits, des oléagineux. Donc, il y aura a priori tout ce qu'il faudra sur la ferme que vous êtes en train de développer. Alors, il y a plusieurs questions qui sont un peu fondamentales sur ce qu'est l'agriculture végane et le pourquoi de l'agriculture végane. Donc, je pense qu'on peut peut-être répondre à ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'on pourrait coopérer avec des animaux sans les exploiter? Peut-être ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que la problématique principale, c'est quand même le fumier, que le fumier, ça envoie des animaux à l'abattoir. Je pense que là-dessus, on a été assez clair au début. Parce que de toute façon, les animaux, ils ne se reproduisent pas tout seuls. S'ils se reproduisent tout seuls, bah, il y a le problème des mâles, ou alors il faut les élever jusqu'à la fin de leur vie. Donc en fait, à part de façon très marginale, c'est quand même difficile d'avoir des animaux pour leur fumier sans les envoyer à l'abattoir. En tout cas, ça n'existe pas dans le système actuel. Et après, est-ce qu'on peut avoir des pollinisateurs? Bah oui. Est-ce qu'on peut avoir des limaces? Bah oui, j'imagine que oui, Benoît. Le problème, c'est pas de ne pas avoir de vie animale. D'ailleurs, il y a beaucoup de vie animale dans les sols. Le problème, c'est l'exploitation animale. Est-ce que je réponds de façon correcte à cette question, Benoît, ou est-ce que tu veux compléter un petit peu? Oui, donc c'est vraiment la dimension. Donc, un des points philosophiques qu'on a développé, c'est cette idée de renversement d'alliance. Euh, L'alliance actuelle, c'est une alliance, comme je l'ai expliqué, avec des proies. Alors, est-ce qu'on peut, bon, enfin, où est la limite par rapport à ça? Ben, voilà, nous ici, on est en train d'essayer d'un peu repousser la limite des choses. Vous avez les végétariens, et puis les végétariens, à un moment, il y a une faction un peu plus radicale qui sont les véganes, qui disent ben, il faut être cohérent, il faut aller un peu plus loin dans la cohérence. Pas de zoo, pas de cuir, pas de cosmétiques très testés sur des animaux, pas de fromage, pas de miel, etc. Euh, et puis, on peut aller encore un peu plus loin, et c'est ce que nous cherchons à faire, en disant, ben voilà, les légumes, on va essayer qu'ils ne soient pas non plus cultivés avec de la poudre de sang. Hein. Ou alors, en tout cas, pas de la poudre de sang d'êtres vivants non consentants. Hein, si vous voulez donner votre sang pour faire pousser des légumes, il n'y a pas de problème, mais on ne va pas le faire avec des êtres non consentants. Alors, ici, notre principe, ça va plutôt être de renouer avec le sauvage. Hein, donc, on va favoriser la présence d'animaux libres. Et donc, des animaux sauvages, libres, euh, essayer de construire un écosystème avec des animaux sauvages par rapport à essayer de construire un écosystème avec des animaux d'élevage. Et je pense que humainement, quelque chose qui est important pour les éleveurs, c'est renouer avec la présence nourrissante, la proximité nourrissante de grands animaux. Mais à l'origine, cette pulsion-là, elle venait sans doute de notre vie avec des grands animaux sauvages. Et est-ce que les grands animaux domestiques sont plus intéressants que les grands animaux sauvages? Je ne le pense pas. Donc nous, on va essayer de vraiment travailler sur la dimension animaux libres, sauvages, avec lequel nous allons créer de nouvelles formes de coopération. Alors, il y a une personne qui pose la question des avantages et des inconvénients de la traction animale. Je pense que tu as peut-être traité rapidement cet aspect dans la conférence, mais peut-être que tu peux revenir un petit peu dessus. Oui, donc la traction animale, bah, encore une fois, moi je ne suis pas pour dire que ceux qui font de la traction animale ou même ceux qui pratiquent l'élevage sont dans l'erreur ou de mauvaises personnes, etc. Je suis là pour essayer de développer une alternative, quelque chose de différent, hein, peut-être de complémentaire. Donc, imaginons par exemple que 50% de l'agriculture soit végane. Ça n'exclut pas que d'autres fassent autrement, mais nous, on pourrait développer quelque chose qui exclut toute forme d'exploitation animale, y compris l'attraction animale. Alors, l'attraction animale, il faut quand même savoir qu'un cheval, c'est un animal qui a un rendement de 30% comme un moteur. Hein. Il consomme des ressources. Il faut bien 1 hectare pour nourrir un cheval. Hein, donc, ça consomme des ressources. Ce n'est pas neutre.
Cet animal, ce cheval, était impayable pour les paysans du Moyen Âge. Donc, c'est parce qu'on a effectivement beaucoup de ressources, notamment en énergie fossile, qu'on peut se permettre de nourrir autant de chevaux que ce que l'on a actuellement pour nos loisirs. Alors, je comprends très bien qu'il y a des personnes qui veulent cultiver avec un cheval, que la proximité du cheval est quelque chose d'extraordinaire. C'est un animal qui anoblit l'homme. C'est très agréable de travailler avec un cheval. Eh bien, c'est très bien pour ces personnes-là qu'elles le fassent. Mais nous, on ne va pas faire comme ça. On va utiliser un petit tracteur qui sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus puissant et qui sera beaucoup plus facile à utiliser. Et donc, on n'a pas besoin de cheval. Mais je comprends qu'il y a des gens qui ont le goût de travailler avec des chevaux et qui vont le faire et ça va leur plaire et tant mieux pour eux. Mais ce ne sera pas notre cas. Alors, deux personnes posent la question de la différence entre la permaculture et l'agriculture végane. Alors, la permaculture, on ne peut pas l'opposer facilement à une forme d'agriculture parce que, en fait, la permaculture, c'est une vision holistique de l'agriculture. Il y en a deux, à ma connaissance, la biodynamie et la permaculture. La permaculture est actuellement très en vogue parce que beaucoup de gens essayent de se remettre à l'agriculture, mais n'ont plus les bases, n'ont pas la filiation des agriculteurs, ils ne sont pas fils de la terre, etc. Et donc, la permaculture offre le manuel de savoir comment faire. Finalement, pour un agronome, la permaculture, c'est tous les principes, tous les bons principes de l'agriculture. Donc, la permaculture s'applique très, très bien à l'agriculture végane, mais elle est plus large. Dans l'utopie permaculturelle, il va y avoir aussi peut-être la présence de canards élevés, la présence d'autres animaux, etc., font partie de tout ça. Mais on peut faire de la permaculture végane ou de la permaculture non végane. Alors, il y a deux personnes qui ont posé des questions sur la, comment dire, euh, la régénération, la gestion d'un sol dans la durée. Donc, quelqu'un demande si l'agriculture bio-intensive ne va pas épuiser les ressources d'un sol. Et une autre personne demande, le sol d'où on prend l'herbe fauchée, qu'est-ce qui le régénère? Alors, donc d'abord, l'agriculture bio-intensive ne va certainement pas épuiser le sol parce qu'elle se fonde justement sur un sol très riche. Alors, elle va justement pratiquer notamment la fertilisation organique intensive parce que quand on veut faire ce type d'agriculture, on veut un excellent sol, un sol très riche, très vivant, etc. Et se pose donc la question de où on va produire cette matière organique qui va permettre de fertiliser ce sol de manière très intensive. Alors, on a parlé des branches d'arbres et les branches d'arbres sont une très bonne ressource. Donc, l'association avec l'arbre est vraiment essentielle. Mais on a aussi parlé de la prairie et là, j'en arrive à la deuxième question qui est très intéressante. La prairie est un système auto-fertile. Donc une prairie est quelque chose de totalement stable. Elle n'est pas sujette à l'érosion, à moins d'être surpâturée, évidemment. Elle stocke du CO2, elle atteint des taux d'humus naturellement très élevés et elle est auto-fertile. Pourquoi? Parce qu'elle associe des graminées avec des légumineuses. Donc les légumineuses efficaces qui font quelque part de l'engrais naturel en fixant l'azote de l'air et en le rendant assimilable par les plantes grâce à une synergie avec des bactéries. Voilà, bon, ça, je rentre un peu dans les détails, mais la légumineuse permet effectivement de faire de l'engrais naturellement. Alors, les légumineuses que nous, humains, consommons, généralement, sont assez peu efficaces dans ce processus. Les légumineuses herbacées les plus efficaces sont des plantes que nous ne mangeons pas, comme le trèfle et la luzerne. Et c'est pourquoi on a associé l'élevage à ce système. Et donc l'élevage, donc les herbivores broutent ces prairies et transfèrent la fertilité vers d'autres parcelles. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est nous allons transférer cette fertilité en fauchant l'herbe et en l'amenant sur nos parcelles au lieu de mettre des vaches. Mais le processus est le même. Et l'élevage n'épuise pas ces prairies puisqu'elles sont auto-fertiles grâce aux légumineuses et donc il n'y a aucun problème d'appauvrissement à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la fertilisation humaine.
Donc, avec des toilettes sèches, par exemple, utiliser l'urine, les selles humaines pour fertiliser des cultures végétales. Alors, c'est tout à fait une voie, c'est une voie très praticable et très intéressante au niveau de l'agriculture vivrière, mais quelque chose que, évidemment, pour des questions de normes sanitaires, nous ne pouvons pas pratiquer à une échelle commerciale. Euh, mais par contre, pour son jardin et pour sa propre alimentation, c'est une très bonne idée d'utiliser alors le mieux, c'est de séparer l'urine avec le reste parce que l'urine est relativement stérile et extrêmement riche. Donc, les 2 tiers de l'azote se situent dans l'urine humaine et 90%, non, 90% de l'azote et 2 tiers du phosphore se situent dans l'urine par rapport aux autres déjections. Et donc, on a tout intérêt à vraiment faire une séparation de l'urine et l'utiliser comme fertilisant. Alors, un humain adulte va excréter par an à peu près 4 kilos d'azote. Et donc, une famille va pouvoir arriver, par exemple, avec son urine, une famille pourrait arriver à fertiliser totalement 500 mètres carrés de culture, ce qui permet quand même déjà d'avoir une très très belle autonomie au niveau des protéines végétales. Oui, je ne saurais que recommander ça à l'échelle personnelle et du maraîchage, mais vous imaginez bien que personne ne souhaitera manger la salade poussée sur le pipi de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pas pour une échelle commerciale. Bah, ça en dit beaucoup sur nos limites et sur notre culture, mais merci beaucoup. Alors, il y a plusieurs questions sur le compost. Donc déjà, est-ce qu'il faut vraiment composter les déchets? Est-ce qu'on peut tout composter? Est-ce qu'il faut mettre sur le sol, dans le sol? Voilà. Mais je sais que toi, tu es un petit peu critique aussi concernant le compost, Benoît, donc tu pourras peut-être nous en parler aussi. Tout à fait. Donc, le compostage, ben, c'est très bien et j'ai toujours fait du compost. Maintenant, le compost n'est pas une bonne manière de fertiliser à grande échelle la terre. Le compost est un bon moyen de gérer des déchets. Et donc, quand vous avez des déchets de culture, des déchets végétaux, etc., vous pouvez faire un petit compost. Ce sera très, très bien et très utile. Mais il ne faut pas vous imaginer que vous allez aller très loin avec ça. C'est un processus qui est aussi difficile et bon, beaucoup de gens échouent dans leur compostage. On a même des formations par rapport à ça pour bien le faire. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Alors, à grande échelle, et pour des raisons pratiques, moi, je recommande vraiment l'utilisation des matières organiques fraîches, ce qui est vraiment d'un très grand intérêt pour la vie du sol. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation, notamment. Donc, on multiplie l'impact en donnant la matière organique directement à la vie du sol. On a eu cette allégorie de l'agriculture bio qui était de dire, voilà, on ne nourrit pas la plante, mais on nourrit le sol qui nourrit la plante. Et puis après, ils font une espèce d'œuvre alchimiste qui consiste à constituer hors sol une sorte d'humus raffiné qu'ils appellent le compost et qu'ils considèrent comme formidable parce que c'est eux qui l'ont fait. Je pense que c'est assez orgueilleux et que c'est assez à côté de la plaque. La nature ne fait pas comme ça, elle pose les matières organiques en surface. Vous regardez la forêt, vous regardez la prairie, tout se pose en surface et se décompose. Et c'est comme ça que la vie du sol s'alimente. Et ce n'est pas en faisant des tas qu'elle s'alimente. Et donc, respecter le processus naturel, c'est le bon sens. Peut-être faut-il mettre son orgueil de côté et sentir qu'on n'est pas si utile que ce qu'on imaginait. Mais concrètement, ça marche 2 fois mieux en termes de production d'humus. Donc, vous prenez une branche d'arbre, vous la broyez, vous compostez ça et vous le mettez dans le sol. Vous avez 2 fois moins d'humus au final que si vous la mettez directement dans le sol. Alors évidemment, il faut arriver à gérer la question de l'azote et donc ce n'est pas évident non plus. Mais voilà, on a établi des méthodes de calcul qui permettent de le faire et ça marche très très bien. Alors, on a quelqu'un qui est maraîcher en permaculture qui nous pose des questions sur tout ce qu'engendre le processus de récolte, la fauche pour les insectes et les organismes vivants. Donc, qui nous dit que même quand on travaille superficiellement le sol, il y a beaucoup d'insectes et d'animaux qui sont tués. Même chose quand on fauche du foin, quand on broie du bois. Alors, est-ce qu'on peut éviter tout ça? Alors je pense que
Non, nous sommes des êtres gigantesques à partir du moment sur cette planète. La plupart des êtres ont beaucoup moins qu'un millimètre, hein. Donc, la plupart des êtres sont des champignons, des bactéries, des micro-organismes divers et variés. Et donc, nous sommes énormes et effectivement, on crée des dégâts. Donc, il y aura de toute façon des morts. Que ce soit les plantes rivales de nos cultures que l'on extirpe, que ce soit les insectes qui sont prédateurs de nos cultures, enfin qui mangent nos cultures et on va trouver intéressant qu'un prédateur les mange plutôt qu'il ne mange notre salade, etc. Donc il y aura de toute façon des morts dans le système. Euh, mais par contre, ça peut se faire dans un certain équilibre. Donc on peut faire un équilibre qui va maximiser la biodiversité. Et donc ce qu'on fait, c'est on va établir des agroécosystèmes de plus en plus complexes et biodiversifiés qui vont être globalement très gagnants par rapport à ce qu'on fait. Donc on a finalement, je dirais, il y a un axe où on pourrait mettre la permaculture avec 1000 organismes qui vivent en symbiose. Et puis à l'autre extrémité de cet axe, il y a la monoculture, et puis même un peu plus loin, pas longtemps après, il y a le désert, où il y a très très peu d'organismes qui vivent encore. Et donc nous, notre processus, ça va être de se rapprocher de cette complexité, de complexifier l'agroécosystème, donc de multiplier les espèces qui vivent en symbiose. Et effectivement, il y aura des morts, mais il y aura beaucoup plus de vie que de morts, quoi. Alors, on a deux questions sur la portée de l'agriculture végane. Une question qui nous demande si elle est généralisable à l'échelle de la planète et une autre personne qui nous demande si elle est praticable dans des zones de montagne. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment se dire qu'au niveau, à l'échelle de la planète, on peut certainement généraliser l'agriculture végane. Pourquoi? Parce que peut-être il y a des zones qui seront pas cultivables en production purement végétale, mais est-ce qu'on aura encore besoin de cultiver ces zones à partir du moment où on aura réduit nos besoins alimentaires d'un facteur peut-être de 5 par la suppression des protéines animales de notre alimentation. Donc il faut voir ça aussi. Donc on pourra se contenter des meilleures terres quelque part. Donc il y a cet aspect-là. Alors est-ce que c'est possible en montagne? Aujourd'hui, on est capable de faire des choses incroyables avec l'agriculture bio-intensive. On a des abris, on a des techniques de fertilisation, etc. On est capable de faire des choses intensives partout. J'ai même vu dans les Alpes un type qui cultivait des palmiers. C'est assez incroyable, mais ça existe. Donc, je pense que vraiment, on peut aller assez loin par rapport à ça. Et il y a notamment allez, Stepolzer qui développe des systèmes de production en Autriche et qui valorise aussi la configuration de la montagne pour produire énormément euh, avec des systèmes de permaculture. Donc, je pense que vraiment, on peut faire des choses incroyables avec la technologie d'aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que ce qui est important de rappeler, c'est que si on passait à un monde complètement vegan, on pourrait diviser par 4 le besoin de terres agricoles. Et donc, l'idée, c'est aussi de laisser beaucoup plus de place à la vie sauvage. C'est tout le projet du rewilding qui est très soutenu, par exemple, en Angleterre par Georges Monbiot. Et voilà, ça pourrait être un monde avec un visage complètement différent et où on ne cherche pas à tout exploiter et à tout contrôler. Alors, on nous demande s'il y a des pays qui promeuvent l'agriculture végétale. Je pense qu'on peut déjà répondre que non. Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives de fermes véganes? Est-ce que toi, tu as été inspiré, conseillé par d'autres initiatives? Alors, bon, j'ai quand même rencontré un agriculteur breton qui est vegan et qui pratique une agriculture sur base végane, qui est très intéressé par ça, mais c'est pas courant, quoi. Donc, je pense que le franc n'est pas tombé au niveau, ou l'euro, merde, l'euro n'est pas tombé au niveau des agronomes et des agriculteurs. Ça, il faut quand même le dire. Et c'est plutôt pour des questions culturelles. Donc on a
ce n'est pas… Alors, quand je parle avec mes collègues agronomes qui sont des personnes très brillantes, etc., ils comprennent tout à fait techniquement et intellectuellement les choses, mais par contre, au niveau culturel, ça ne passe pas. Ils n'ont pas le goût de ça. Et pourquoi parce qu'ils ont été élevés dans un autre imaginaire. Alors, comment est-ce qu'on change les imaginaires? En produisant des projets concrets. Hein, c'est ça qui change l'imaginaire. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Mais nous avons pris le problème autrement. On va faire un site de production végane. On va montrer que c'est magnifique, que c'est une oasis de biodiversité, que c'est très productif, que les gens sont heureux et que tout le monde est bien traité. Et ça va inspirer beaucoup plus que tous les dessins et tous les discours du monde. Alors, il y a des questions sur la présence des arbres. Donc, on nous demande, est-ce qu'il y a uniquement des arbres fruitiers sur la parcelle, aucun persistant? Et une autre personne qui dit, je suis surprise de ne pas voir d'arbres pour créer des zones d'ombre, faire baisser la température. Donc, je pense que c'est une personne qui n'a pas bien vu, en fait, je pense que c'est une personne différente. Mais en tout cas, peut-être tu peux répondre Ouais. sur, est-ce que c'est uniquement des arbres fruitiers et pas de Donc, persistants? oui, donc nous, on est au pôle Nord. Hein. Liège, c'est au pôle Nord. Donc, on n'a pas trop crainte de la surchauffe. Hein. C'est plutôt l'inverse. Donc, on plante les arbres de manière intelligente, de manière à ne pas faire trop d'ombre sur les parcelles. Par contre, on en plante énormément. Donc là, ici, on va planter 250 arbres fruitiers aux tiges bastiges sur les parcelles en association avec les cultures. Et puis, 3000 arbres qui ne seront pas des fruitiers, mais on va constituer notamment une mini-forêt primaire et beaucoup de zones refuges pour la biodiversité. Donc, il y aura vraiment des zones qui ne seront pas du tout utilisées au niveau agricole et où on va vraiment laisser la nature libre s'implanter. Donc, on est vraiment dans cette configuration-là. Voilà. Alors, je vais rebondir avec une question qui a été posée sur la biodiversité. Une personne qui nous écrit, les animaux sont essentiels à la biodiversité. Si on ne les utilise plus pour nous aider au champ, alors que vont-ils faire? Les chevaux sont-ils montés pour l'équitation? Que vont faire les vaches? Donc, je vais répondre à cette question. Parce qu'en fait, les animaux d'élevage, en fait, l'élevage est aujourd'hui l'une des principales menaces à la biodiversité. Parce qu'en fait, l'élevage est responsable d'une grande partie des changements d'usage des sols, notamment pour les cultures d'aliments pour les animaux. Et à l'AVF, on a publié tout un dossier dans un des derniers numéros de notre revue Virage. Donc, je n'ai pas mentionné la revue Virage tout à l'heure, qui met vraiment ça en avant. Donc, en fait, les animaux d'élevage, ce ne sont pas des soutiens à la biodiversité, hein, ce sont des espèces, des races que nous avons développées et qui sont aujourd'hui voilà, l'un des principaux facteurs de destruction de la biodiversité, ce qui est très bien mis en avant par l'IPBES, donc c'est l'instance internationale de référence pour ce qui est de l'étude de la biodiversité. Donc là, voilà, ça montre qu'on a encore des idées parfois qui sont en décalage avec la réalité. Et en fait, les animaux, ils ne se reproduisent pas tout seuls, hein, ils sont reproduits souvent par insémination artificielle. Et si on arrête de les inséminer, si on arrête de produire ces animaux, il y en aura moins. Et il y aura plus de place pour la vie sauvage et plus de place pour la biodiversité. Alors, il est Bon, bientôt 22 heures, donc on va peut-être regarder s'il y a encore quelques questions je vraiment voudrais hyper, quand même, hyper importantes. Oui, je voudrais Benoît, quand même pardon. de rajouter un complément à ce que tu dis. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que donc l'élevage a une vision romantique de l'association avec ces herbivores, etc. Et donc, voilà, cette vision romantique, elle s'appuie sur une réalité locale qui est souvent positive. Donc, chez nous, en tout cas, une ferme d'élevage bovine est un milieu qui est riche, potentiellement riche en termes de biodiversité. C'est quelque chose qui fonctionne. Et donc on dit, ah oui, c'est favorable à la biodiversité. Mais on oublie que chez nous, en tout cas dans ma région, les trois quarts des vaches sont nourries sur base soit de protéines végétales qu'on retire de la bouche des petits-enfants qui meurent de faim, quelque part, parce qu'il y a un marché international et qu'on ne calcule pas ça et que donc, voilà, si on peut acheter à des pays qui sont en insuffisance alimentaire des protéines pour nourrir nos vaches, on va le faire et on le fait. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut savoir qu'en Europe, c'est 20 millions
d'hectares de forêts amazoniennes rasées pour produire du soja transgénique pour nourrir nos vaches. Et donc ça, au niveau lointain, donc en fait, on impacte très fort les écosystèmes distants. Et donc localement, la petite ferme d'agriculture paysanne, ça a l'air sympa, mais on ne tient pas compte des désastres abominables qui sont faits beaucoup plus loin parce qu'on ne les voit pas. Alors, moi, j'ai une proposition très, très simple par rapport à l'élevage, hein, qu'on ne garde que les animaux qu'on peut nourrir sur base de nos herbages, c'est-à-dire aussi sans concurrence quand même avec l'alimentation humaine, hein, sans donner des céréales qu'on pourrait manger nous ou que les petits Africains pourraient manger à nos vaches. Donc, moi, j'ai rien contre le fait qu'il y ait des éleveurs, mais qu'on garde une proportion d'élevage raisonnable du niveau de ce qu'on avait au niveau de nos grands-parents, c'est-à-dire peut-être 10-15 vaches par ferme de production. Et puis voilà, parce qu'on ne sait pas nourrir plus de bêtes sur base de nos herbages. Mais ce qu'on peut rappeler aussi, Benoît, c'est que ce qu'on perçoit comme des écosystèmes pastoraux, c'est-à-dire des prairies, en fait, ce sont des anciennes forêts qui ont été rasées. Donc, ça remonte à quelques siècles. Donc, on a l'impression que la France a toujours été pleine de prairies et de vaches. Mais la France, au Moyen-Âge, c'était des forêts. Voilà. Et en fait, s'il n'y avait pas les prairies, à la place, il y aurait des forêts, il y aurait des friches et il y aurait aussi de la biodiversité, mais ce serait une autre biodiversité. Une petite question technique, et je pense que la question avait été posée, tu y avais répondu, mais on va aller un peu plus dans les détails. À partir du moment où on sort de l'herbe fauchée des prairies, on y appauvrit le sol en certains éléments chimiques, phosphore, potassium, donc il n'y a pas que l'azote, il y a aussi les minéraux. Et qu'est-ce qui remet ces éléments dans les prairies? Alors, oui, alors il y a certains éléments, peut-être le phosphore, il faut quand même se méfier un petit peu. Donc là, on est potentiellement limité et pour l'instant, les sources de phosphore sont d'origine minière quand il y a un appauvrissement quelque part. Sinon, bon, voilà, euh, le vrai problème, c'est que finalement, tout ça va finir dans les systèmes digestifs d'êtres humains, essentiellement, et que ça va finir dans des stations d'épuration. Et donc, le vrai problème de tout ça, c'est on a ouvert le cycle des matières parce qu'on ne remet plus les déjections humaines sur les parcelles. Alors, est-ce que l'agriculture végane doit prendre sur son dos tous les problèmes de cette société? Euh, je ne sais pas. En tout cas, la prairie sera auto-fertile au niveau de l'azote. Le potassium ne posera pas de problème. Peut-être qu'effectivement, à terme, le phosphore nécessiterait qu'on recycle les déjections humaines, et ça, c'est vrai. Alors, il y a encore un certain nombre de questions. Malheureusement, on ne va pas pouvoir toutes les traiter. Peut-être une question sur les études scientifiques. Est-ce qu'on a des publications scientifiques solides sur l'agriculture végane, sur sa productivité, par exemple? Alors franchement, je ne pense pas, parce que quand je vois l'absence totale de compréhension et d'intérêt dans la sphère scientifique et politique, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait des travaux sérieux sur la question. Ouais, alors il y a un certain nombre de questions sur ce que pourrait être un monde vegan, une société qui serait post-pétrole, post-industriel, sans animaux. Il y a vraiment voilà, des questions assez larges. Je ne sais pas si on pourra toutes les traiter, on va peut-être s'arrêter pour ce soir, mais donc Sarah va reprendre la parole un petit peu après moi. Et si vous avez d'autres sujets de conférence, on peut organiser d'autres conférences. La question de la transition vers un monde vegan dans toutes ses dimensions, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait envisager. Je vais remercier vraiment de tout cœur Benoît qui nous a offert une conférence très rapide, très efficace et très inspirante. Voilà, je ne sais pas si vous avez eu le temps de tout saisir, mais bon, il y a beaucoup de richesses. On va vraiment essayer voilà, de faire le meilleur à partir de tout ça, c'est-à-dire de vous proposer ensuite des supports d'information que vous pourrez vous approprier tranquillement. On va essayer de faire revenir Benoît si c'est possible. Je ne sais pas si tu veux un petit mot de conclusion, Benoît, peut-être avant qu'on redonne la parole à Sarah pour quelques éléments encore avant de se dire au revoir. Bah écoutez, non, je vais juste faire mon autopromotion. N'hésitez pas à venir visiter notre site vetopia.be.
hein, www.topia.be pour avoir un peu des nouvelles du projet. Et puis, vous avez aussi sur la coopérative de la terre à l'assiette le moyen de nous soutenir pour ceux qui veulent prendre des parts de la coopérative. Ça nous permettra d'acheter le matériel agricole. Et donc, voilà, si jamais il y a des gens qui ont envie de mettre un petit peu d'argent là-dedans, là, on a besoin d'acheter un tracteur, etc., du matériel d'irrigation et tout ça. Donc, c'est toujours bienvenu. Et puis, comme ça, vous ferez partie de l'aventure de la construction de ce nouveau monde d'agriculture végane, en tout cas. Merci en tout cas de tous vos commentaires. C'est très enthousiasmant, Benoît. Alors, Sarah va nous dire au revoir et ensuite j'inviterai Benoît, Sarah et les membres de la commission écologie à rester connectés pour qu'on fasse un petit débrief de la conférence. Mais c'est Sarah qui va donner le mot de la fin. Alors, j'ai remis les liens dans la conversation. Je le remets encore une fois si jamais vous n'avez pas vu. Mais voilà, les liens donc, pour soutenir Vetopia et la coopérative de la terre à l'assiette à Liège. Et puis les liens vers les sites internet de l'AVF pour si vous souhaitez nous soutenir aussi, parce que c'est vraiment grâce à vous qu'on peut continuer à faire ces conférences en direct et puis en présentiel quand on peut. Des liens aussi pour s'abonner à notre revue et puis pour recevoir nos infos en général sur tous nos événements. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On vous remercie vraiment très chaleureusement d'avoir assisté à cette conférence. Merci Benoît aussi, c'était très intéressant. Et puis donc à bientôt pour la prochaine conférence. Quelle est l'adresse du site? Je ne la vois pas, je ne la trouve pas. Dans le chat, si vous allez sur la barre en bas, il y a l'onglet Couversé. Et en fait, si vous cliquez, vous allez avoir les questions et puis les liens. Excellent, merci. De rien. Voilà, alors on va vous inviter ensuite à tous quitter la conférence, sauf du coup les membres de la commission écologie, Benoît, Élodie et moi.